Nous reprenons avec le professeur Roger Chartier. Comme je vous l'ai dit, c'est un grand spécialiste du Quichotte. Il a étudié, surtout récemment, un des épisodes du Quichotte, un de ces contes romans insérés dans le roman principal, l'épisode de Cardenio, que est censé avoir inspiré Shakespeare, qui est le contemporain exact de Cervantes. Il est mort le même jour, non? Ou à peu près. C'est ce qu'on dit. Il n'était pas dans le même calendrier. Ah, oui, mais enfin, c'est joli de le penser, non? Ils sont morts presque le même jour. D'accord. Mais on s'est connus sans se connaître l'année que Roger a publié cette œuvre extraordinaire qui est une collection d'essais sur l'histoire de la lecture. Ce sont plusieurs volumes qui traitent de l'histoire de la lecture depuis le monde ancien jusqu'à nos jours. Et il s'avère que cette même année, sans savoir, sans connaître Roger, ni savoir à quoi il travaillait, j'avais fini une histoire de la lecture qui n'est pas une œuvre académique, qui n'est pas une œuvre de recherche, qui est une sorte de mémoire personnelle de mon expérience des lectures. Mais je trouve que c'est une jolie rencontre sur l'étagère d'une bibliothèque. Parlons donc de justice dans l'idée de cette Europe qui veut se définir. Et je vais commencer par vous demander si vous pensez que la suite des traductions, la suite d'édition du Quichotte presque immédiate a récupéré une idée quichotesque de la justice dans les autres pays d'Europe. La première difficulté, c'est l'idée quichotesque de la justice. Parce que comme vous l'avez évoqué dans le cours, il y a trois formes de justice dans le Quichotte. Il y a la première, celle que vous avez mise en avant, qui est la justice chevaleresque, la justice des chevaliers errants, qui est supérieure à la loi et qui est fondée sur deux principes. L'un qui est le chevalier errant rend la justice au nom de Dieu, et second principe qui est que ce chevalier errant n'est pas soumis aux lois communes, et donc il y a comme un privilège par rapport à la loi commune. Alors la première mention est très importante dans la mesure où dans ces épisodes malheureux dans lesquels Don Quichotte pense redresser les torts et finalement, comme vous l'avez montré, conduit à de grands déboires, non seulement la première histoire que vous avez contée, mais aussi quand il libère les galériens qui se retournent contre lui parce qu'il refuse d'aller porter à Dulcinea del Toboso les compliments de Don Quichotte. Et il fait allusion à ce moment-là, pour cette libération des galériens qui ont été condamnés par la justice du roi, il fait allusion au fait que finalement c'est Dieu qui juge et que donc les gardiens de ces galériens ne doivent pas les tenir emprisonnés puisque finalement il y a une justice supérieure dont il serait en quelque sorte le représentant sur terre et qui est la justice de Dieu. Alors ça c'est un modèle de justice qui vient des romans de chevalerie et qui est utilisé par Cervantes pour caractériser cette expression qui revient constamment, Don Quichotte, le redresseur des torts. Mais il y a une deuxième définition de la justice qui est que dans la seconde partie, lorsque Sancho Panza devient gouverneur d'une supposée île qui n'est pas une île, on lui a joué un méchant tour, l'île de Barataria, et il va être gouverneur. Et Don Quichotte lui donne toute une série de conseils pour son gouvernement. Et dans ces conseils, il y a des conseils sur la manière de rendre la justice. Et deux principes sont fondamentaux.
la miséricorde et l'équité. Et là, Cervantes ne fait plus référence à la justice des chevaliers errants, des romans de chevalerie. Il s'inscrit directement dans l'héritage à la fois aristotélicien et thomiste d'une justice qui ne doit pas s'appliquer mécaniquement, qui n'est pas dépourvue d'une dimension morale, et que donc cette justice doit tenir compte des circonstances, et donc du coup être miséricordieuse, et le mot est dans le texte, miséricordia, et équitable, la equidad. Et celle-ci est à prendre au sérieux parce que avant, au moment où donne ses conseils à Sancho, futur gouverneur Don Quichotte, c'est le moment où le texte dit « Qui eût pu entendre le précédent discours et ne pas tenir Don Quichotte pour une personne d'une grande sagesse et de sentiments meilleurs encore ?» Mais comme il a été dit bien des fois tout au long de cette grande histoire, il divaguait seulement lorsqu'il s'agissait de chevalerie. Et à propos de tout le reste, il montrait un entendement clair et vif, si bien qu'à tout instant, ses actes démentaient son jugement et son jugement ses actes. Et ce partage ouvre la voie de certaines appropriations postérieures de Don Quichotte, pas seulement, comme vous l'avez dit, comme un personnage grotesque, amusant, ridicule, un gracioso de comédia, mais aussi comme un homme qui a le sens commun, qui énonce des jugements tout à fait raisonnables. Et donc, du coup, on doit prendre au sérieux les conseils qu'il donne à Sancho pour être un bon juge et peut-être entendre là la voix de Cervantes. Et la dernière forme de justice, c'est quand Sancho rend la justice, puisque au chapitre 45 de la deuxième partie, il juge 3 cas. Et il les juge avec lui, non pas ses principes aristotéliciens et thomistes, mais un certain bon sens, comme vous avez dit. Et il est capable de trouver les dissimulations, les mauvais tours qu'ont joué un prêteur à un emprunteur, une femme à un homme, et il rend cette justice presque au nom de l'immédiat bon sens. Et le commentaire qui est introduit à la fin de ces 3 jugements est le suivant, c'est-à-dire c'est le chapitre 45. L'homme qui l'a jugé et à qui il a rendu justice le remercia du mieux qu'il put et partit, et tous les assistants restèrent encore une fois étonnés des jugements et des sentences de leur nouveau gouverneur. Tout cela, noté, fut envoyé au duc. Et donc, du coup, là aussi, il y a une justice en acte qui n'est plus fondée ni sur le modèle chevaleresque, ni sur la codification juridique, mais qui est fondée finalement sur l'appréciation du bon sens. Alors, voilà, il me semble, il y aura sûrement d'autres justices dans le livre, mais il y a ces trois formes. Et votre question est sur l'appropriation à travers des traductions de ces passages, et effectivement... Mais laissez-moi ajouter tout simplement un commentaire. Ces 3 formes de justice s'entremêlent. Et le bon sens de Sancho, à la fin du roman, quand sa femme lui dit qu'est-ce que tu m'apportes, est-ce que tu apportes des choses pour tes enfants, et il lui répond en quelque sorte, je t'apporte l'éthique chevaleresque, c'est ce que j'ai appris. Et donc on se rend compte, et c'est tellement émouvant, que ce personnage d'un rustre qui ne connaît pas les choses nobles, qui est très terre-à-terre, est élevé par la vision, par le témoignage des actes de Don Quichotte. Oui, ce serait toute une ouverture sur le rapport entre les 2 personnages, c'est-à-dire, dans un sens, Sancho devenant d'une certaine manière Don Quichotte, puisqu'il voulait, la récompense que lui a promis Don Quichotte, c'est justement d'être le gouverneur d'une île, de l'île de Barataria. Ça tourne très mal, comme vous savez, il est obligé de s'enfuir de l'île, mais néanmoins, il y a ce moment dans lequel une forme d'autorité est conférée à Sancho. Et effectivement, ce dédoublement
a pu donner lieu, évidemment, comme Don Juan Esganarelle, comme tous ces Oui. couples qui, au départ, sont la version comique d'une forme Ça commence tragique. par Gilgamesh et Enkidu. Et voilà, et donc, et à partir de leur séparation, il peut y avoir un phénomène de dédoublement. Et ça, quand Don Quichotte est traduit dans les langues d'Europe, comment ça passe dans ces autres cultures, ces autres langues? La question de la traduction est complexe parce que d'un côté, il y a effectivement des traductions, et comme le suggérait votre commencement avec la traduction chinoise, il y a 3 vagues de traduction. Une première vague qui est dans la première moitié du XVIIe siècle. Le livre est traduit en anglais, en français, en allemand, mais seulement les 22 premiers chapitres, en italien et en hollandais. Et là, c'est le cœur de cette Europe classique, on va dire, dans laquelle le texte est traduit. Ensuite, il y a une deuxième vague qui est la fin du XVIIIe, tout début du XIXe, qui est périphérique et on pourrait dire aussi liée aux Lumières. La traduction en polonais, en danois, en suédois, en portugais, 1798. Et puis, il y a cette vague qui mondialise Don Quichotte à partir de la fin du XIXe siècle et qui est la traduction dans toutes les langues des nations à l'intérieur des empires, Empire ottoman, Empire russe, Empire Habsbourg, et puis l'Orient, avec les traductions en japonais, en hindou, en persan, et cette extraordinaire traduction en chinois, qui est un cas extrême parce que, bien sûr, le fait de traduire à partir de traductions est un fait assez fréquent. Les 3 premières traductions en russe étaient des traductions de traductions françaises. Celle de Florian et celle de Fillot de Saint-Martin. Et seulement la 4e traduction en russe est faite à partir de l'original espagnol. Alors on peut dire la traduction chinoise, comme vous l'avez rappelé, par un chinois qui ne connaissait pas l'espagnol, est aussi plus que ça, parce que mais en plus, il ne connaissait aucune des langues européennes. Ce qui fait que cette traduction est une traduction, comme vous l'avez signalé, parlée par un de ses amis qui lui traduit en lisant une traduction anglaise du XVIIIe siècle, et qui complique encore la chose, c'est que cette traduction parlée au fil d'un texte anglais était dans la langue vernaculaire, et le traducteur la donne en mandarin. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était un véritable atelier, cet homme, puisqu'il a traduit comme ça 180 textes, dont les grands textes de la littérature européenne. Et donc c'est un cas extrême, finalement, non seulement de traduction, mais de traduction par un traducteur qui n'entendait aucune des langues des précédentes traductions. Alors, ça fait ces 3. Alors, la réception du texte, là, il serait difficile de la construire, puisqu'il faudrait évidemment trouver des témoignages de lecteurs de ces traductions sur la justice. Où on peut avoir des indications plus claires, c'est quand, non pas une traduction ou pas seulement une traduction, il y a une adaptation du texte du Quichotte. Et vous avez mentionné cette adaptation dont j'ai parlé hier ici avec William Marx en anglais de la nouvelle de Cardenio à l'intérieur du Quichotte. Racontez-nous un petit peu de ça, parce que je ne sais pas si le public connaît ce cas qui est très intéressant. Oui, mais qui ne répond pas directement à votre question sur la justice, parce qu'on n'est pas avec Don Quichotte, là. C'est justement le paradoxe. Il ne faut pas oublier qu'on a perçu aussi au XVIIe siècle le Don Quichotte autant comme une anthologie de novellas, de récits brefs, que comme les aventures de Don Quichotte et Sancho. Dans la première partie du Quichotte, il y a 3 de ces nouvelles, appelées explicitement novellas dans le texte, pour 2 d'entre elles. C'est-à-dire le récit du captif qui s'est échappé des prisons d'Alger. Il avait été capturé par les barbaresques et il s'enfuit en compagnie d'une belle Zoraïda, qui est déjà chrétienne au moment où il part. Et ces 3 chapitres, le récit, la novella du
captif. Il y a une autre nouvelle qui est très intéressante, très borgésienne, puisque c'est une nouvelle qui est lue par le curé et le barbier aux autres personnages du Quichotte, mais pas à Don Quichotte parce qu'il est allé se coucher. Et c'est la nouvelle du curioso impertinente, du curieux impertinent. Ce défi lancé par un mari trop sûr à son meilleur ami de séduire sa propre femme, ce qui malheureusement pour lui arrive et se termine tragiquement dans la nouvelle du curieux impertinent. Mais ce sont 3 chapitres dont il est relativement aisé, dans les 2 cas, de faire une pièce de théâtre. Parce qu'il raconte une histoire en suivant une chronologie, et il y a une intrigue, s'échapper des bagnos, des bagnes d'Alger, ou bien ce défi lancé à l'ami du mari imprudent. Mais il y a une 3e nouvelle qui est plus subtile parce qu'elle s'étend sur les chapitres 23 à 47 et qui est la nouvelle des amours et des infortunes de 4 jeunes gens, Cardenio et Lucinda, Fernando et Dorothea, et qui là est d'une structure plus complexe, puisque l'histoire est racontée rétrospectivement par chacun des 4 qui ajoute au premier récit des événements supplémentaires. C'était un défi assez grand de construire une pièce de théâtre qui normalement suit une chronologie. On commence à un point A et on va à un point B. Et là, on va du point B au point A progressivement. Néanmoins, il y a une pièce de théâtre dont on connaît l'existence en Angleterre en 1613, Cardenio, ou The History of Cardenio, a été la première pièce qui s'est emparée de cette nouvelle de Cardenio. Elle s'en est emparée à partir on a une première attestation qu'une pièce a été jouée en 1613 et qui avait pour titre Cardenio. Mais à ce moment, c'est une pièce qui a un titre, mais qui n'a ni auteur ni texte. En 1653, un libraire imprimeur de Londres, qui publiait des pièces de théâtre pendant la fermeture des théâtres, a décidé, dans une liste très longue, de mettre cette pièce comme étant sa propriété, un writing copy. Et là, on a un titre plus long, The History of Cardenio, et on a 2 auteurs, par Master Fletcher et Shakespeare. Et donc, en 1653, il y a une pièce avec un titre, 2 auteurs, mais pas de texte. Et la discussion qui rentrerait dans les détails, c'est est-ce que effectivement cette pièce était de Fletcher et Shakespeare ou de Shakespeare tout seul, dans la mesure où effectivement Fletcher connaissait l'espagnol et était beaucoup plus familier des œuvres de Cervantes. Le Quichotte avait été traduit en 1612, donc très peu de temps avant la pièce de 1613, et donc ça supposait que quelqu'un avait lu le texte espagnol, et c'était sûrement Fletcher, et non pas Shakespeare. L'histoire aurait pu s'en arrêter là, et vous seriez déçus, mais en 1727, un auteur, qui est en même temps un traducteur, enfin un éditeur et un dramaturge, Lewis Theobald, a mis sur le théâtre une pièce dont il dit avoir un manuscrit qui remonte le plus ancien aux années 1660, et qui est, sous un nouveau nom pour les personnages et sous un tout nouveau titre, The Double Falsehood, le Cardenio perdu de Shakespeare. C'est-à-dire une résurrection, une sorte de miracle, la relique retrouvée de la pièce perdue de Shakespeare. Et dans ce cas-là, évidemment, la pièce a non seulement un titre, même si c'est plus le même, elle a 2 auteurs, Shakespeare, on a écarté Fletcher et Lewis Theobald, et elle a un texte. Et de là commence toute une histoire qui est de savoir si effectivement Lewis Theobald avait un manuscrit. La réponse est sûrement oui. Et deuxième élément, quelle était la part de la première pièce, celle de Fletcher et Shakespeare, dans cette reconstruction, cette adaptation de Lewis Theobald. Alors là encore, il n'y a pas question de la justice de Cervantes, parce que dans cette pièce-là, comme sans doute dans la pièce de 1613, ce sont les personnages de la novella qui sont mis sur la scène. Dans le cas de la pièce de Lewis Theobald, il n'y a pas ni Don Quichotte ni Sancho, et on n'est pas du tout sûr que dans la pièce de 1613, qui s'appelait The History of Cardenio, il y ait eu aussi
Don Quichotte et Sancho. Donc ça ne répond pas à votre question. Mais pour répondre à votre question, certaines traductions et adaptations théâtrales qui, elles, respectent le Quichotte et mettent Don Quichotte sur la scène, ont porté attention sur cette deuxième partie, et en particulier sur le Sancho qui rend la justice dans l'île de Baratavia. Et il y a une pièce magnifique et qui rejoint tous les thèmes que vous avez évoqués avec les nouveaux chrétiens, et qui est une pièce de dramaturge, enfin de quelqu'un qui est devenu un dramaturge, Antonio José da Silva, qui était né à Rio de Janeiro, mais qui avait été transporté avec ses parents à Lisbonne parce qu'ils étaient suspectés en tant que conversos, nouveaux chrétiens, de ne pas respecter les principes chrétiens et de continuer à pratiquer la loi de Moïse. Et donc un premier jugement, où il était tout à fait enfant, avait été rendu contre ses parents par le tribunal de l'Inquisition à Lisbonne. Il y a un deuxième moment dans lequel il est inquiété, mais finalement, souvent la condamnation de l'Inquisition, c'était la confiscation des biens. C'était une belle activité pour l'Inquisition. C'était de porter l'habit pénitentiel et c'était de suivre un enseignement chrétien. Et le problème d'Antonio José da Silva est que dans ce second procès, qui lui a été adressé à lui et à d'autres membres de sa famille, il n'a pas voulu dénoncer les autres judaïsants de la famille, en particulier sa mère. Et donc il a été torturé. Et il y a un texte très émouvant qui est le fait qu'il est incapable de signer l'acte d'abjuration pour cause de torture. Mais à partir de ce moment, il devient un auteur de pièces de théâtre pour le théâtre des marionnettes du Beiro Alto, qui est un des quartiers de Lisbonne. Et la première pièce, c'est La vie du grand Don Quichotte de la Manche et de Sancho Panza. Qui est une très bonne pièce, très jouable. Tout à fait, oui. Très originale, parce qu'il ne prend que la deuxième partie. Il invente des scènes à partir de sa connaissance d'un autre texte de Cervantes qui est le Viaje del Parnaso, ce texte où Cervantes imagine son voyage au Parnasse. Et élément fondamental, il met en scène la justice rendue par Sancho. Mais je peux juste lire parce qu'il invente beaucoup par rapport à Cervantes. Oui. Il invente par exemple le moment où Sancho décrit l'image de la justice, l'allégorie de la justice, la justice peinte. Et Sancho la présente ainsi. Elle n'est qu'une peinture, une figure nécessaire sur terre pour faire peur aux grands personnages, comme le croque-mitaine pour faire peur aux enfants. Il détaille ensuite la signification de chacun des attributs de cette figure. Elle est vêtue comme dans les tragédies, car toute justice finit tragiquement. Elle a les yeux bandés parce qu'on dit qu'elle est bigleuse. Elle tient un glaive parce qu'elle agira en tous sens, c'est-à-dire à tort et à travers, et elle tient une balance dont le fléau n'est guère fiable. Et les jugements ensuite rendus par Sancho, une fois accepté que la justice n'est qu'une peinture, sont des jugements à l'inverse de ceux rendus par le Sancho de Cervantes, sont des jugements cruels, injustes, absurdes. Il condamne une femme qui reproche à un homme qui lui avait promis le mariage et qui n'a pas tenu sa promesse, et c'est elle qui condamne. À un homme qui se plaint, qui réclame justice, il lui donne l'image de la justice. A justicia pentada. Oui. Et donc, on sent que derrière cette appropriation de la justice injuste par Antonio José da Silva à travers son Sancho, il y a à la fois de la parodie burlesque de la justice, mais ça c'était un classique comme des médecins, mais il y a aussi sûrement un écho de la situation de cet homme qui, appartenant à une famille de nouveaux chrétiens, a subi déjà 2 fois, la première fois par ses parents et la deuxième fois lui avec d'autres membres de sa famille, les effets d'une justice qu'il considère comme injuste et qui est celle des cours, des tribunaux de l'Inquisition. Et finalement, l'histoire terminera mal, puisqu'une 3e fois, il est confronté à l'Inquisition, et cette fois-là,
il est condamné et il sera brûlé à Lisbonne en 1738 ou 39, si je me souviens bien. Donc, on voit qu'il y a là une appropriation de la justice, mais pour la mettre à l'envers, pour dénoncer une injustice, rendue au nom de la justice. Le théâtre des marionnettes sert très souvent à ça, à faire ces critiques que dans une scène normale serait trop dangereuse de la faire. Et ça arrive au Guignol français, Punch and Judy, mais ça m'a fait penser à des pièces turques de théâtre des marionnettes dans l'Empire ottoman, qui étaient la seule façon de faire la critique des autorités. Elle pouvait se faire que dans le théâtre des marionnettes, le théâtre d'ombre des marionnettes. Oui, je pense que les autres pièces sont... Enfin, il y en a une qui a un contenu en rapport avec vos propos d'aujourd'hui. C'est une représentation d'Amphitryon. Parce que, à part une pièce, toutes les pièces d'Antonio José da Silva sont des réécritures de textes déjà là. Et l'un est l'Amphitryon. Et dans Amphitryon, Amphitryon et son valet sont emprisonnés. Et sont emprisonnés, et Saramago, qui est le nom du valet dans cette pièce, subit les tortures qui sont celles faites par l'Inquisition. Et donc là, il y a une scène extrêmement forte. Alors, il les subit par la mauvaise volonté de ses co-détenus, mais c'est la mise en scène dans le théâtre des marionnettes du supplice de l'Inquisition. C'est-à-dire le supplice du polé, la personne est montée, les bras attachés, les jambes attachées sur une poulie. Les bras s'écaillent. Exactement. Donc là aussi, ça paraît un peu difficile de penser que dans un théâtre normal, on aurait pu représenter ça. Sûr. Le théâtre des marionnettes permet... Le grand Guignol. Oui, le théâtre, dans Titus et Andronicus. Mais le théâtre des marionnettes était sûrement une forme plus protégée de pour exprimer indirectement, à travers une couverture de référence à une autre situation, ce que ressentait Antonio José da Silva comme nouveau chrétien constamment persécuté comme étant mauvais chrétien. En France, après la Révolution française, est-ce qu'il y a une nouvelle vue de Don Quichotte? Flaubert dit des choses, mais est-ce qu'il y a une vision du personnage comme révolutionnaire? Je pense que dans la France du XIXe siècle, c'est votre première image, c'est-à-dire en particulier par l'illustration de Gustave Doré, présente dans de très nombreuses éditions, et pas seulement françaises, il y a une figure romantique. D'abord, la première de Don Quichotte du XIXe siècle. Et cette figure du héros confronté au malheur du monde. Et donc un ton qui est un ton de cet individu qui se heurte avec... pas forcément les autorités, mais la désespérance du monde. Et donc c'est une figure romantique qui pourra se convertir à la fin du XIXe siècle en une figure de rébellion contre l'autorité injuste. Et beaucoup de petites revues socialistes de la fin du XIXe siècle ont comme titre Don Quichotte. Donc elles assument. Et je me souviens une fois à Toulouse d'avoir, c'était une conférence de Francisco Rico, et dans le public il y avait deux anciens républicains espagnols qui avaient gagné la France après les victoires de Franco. Et ils ont fait une intervention d'une grande émotion, disant que pour eux, le Don Quichotte était le texte le plus fondamental. Mais dans cette interprétation, c'est-à-dire une interprétation de la défense des opprimés, ceux qui sont soumis à une autorité injuste. Et donc il y a cette récupération, ou cette appropriation, meilleur de dire ainsi, de Don Quichotte. Alors non plus comme le héros romantique victime de ce monde qui ne le comprend pas, mais comme celui qui combat contre, alors on retrouverait votre point de départ, qui combat contre les injustices, et là des injustices à la fois sociales et politiques. Au XXe siècle, nous sommes revenus à un Quichotte
témoin des injustices, mais qui ne trouve pas le moyen d'agir. Dans le Graham Greene, Monseigneur Quichotte, dans Salman Rushdie, Quichotte, c'est des Quichottes accompagnés de ces Sancho, mais à qui les choses arrivent, mais qui n'agissent pas sur la réalité. Oui, c'est un peu à partir du moment où finalement la catégorie de justice est référée à cet idéal chevaleresque qui suppose un assentiment de chacun, du patron de Andrés, oui. Des galériens reconnaissants, mais les hommes ne sont pas ainsi. Et donc, finalement, cette justice qui suppose finalement un contrat en confiance, elle se dissout, elle ne peut pas avoir d'effet sur le monde social. L'honnêteté de Quichotte se montre quand il s'engage à respecter un contrat, même s'il subit des violences avec les ducs, par exemple, qui se moquent de lui, qui font qu'il souffre toutes sortes d'indignités. Il suit, il accepte, parce qu'il croit à cette éthique. Mais ça montre jusqu'à quel point la société, elle ne respecte pas ses propres lois. C'est Quichotte qui les respecte. Oui, vous avez raison, c'est cette idée-là, en particulier dans la deuxième partie, où le personnage est un peu transformé par rapport à la première, et d'ailleurs dans les illustrations, très souvent, le basculement se fait sur un modèle plus courtisan ou aristocratique de représentation. C'est ce modèle français que vous évoquez, oui. Par rapport à... Que vous évoquez. Première... J'ai pris l'idée que vous avez énoncée des illustrations. Oui, enfin, il y a un collègue espagnol, Lucía Mejías, qui a bien analysé le Quichotte en images, parce que ça, c'est aussi une autre traduction. On a commencé avec l'idée des traductions dans les autres langues, mais il y a deux correctifs. L'un qui est que dans le XVIIe siècle, en France, en Italie, en Angleterre, nombreux sont les personnes lettrées qui connaissent l'espagnol. Il y a deux langues qui sont à connaître, c'est l'espagnol et l'italien. Orlando Furioso et toute la littérature du siècle d'or. Et donc la circulation du Quichotte n'a pas attendu ces traductions. Dès 1605, on peut suivre certains exemplaires qui arrivent en Angleterre. Avant la traduction de Shelton en anglais de 1612, le Quichotte est très présent dans toute une série d'allusions dans des pièces de théâtre. Oui. Donc il y a une circulation qui n'avait pas besoin de la traduction. C'était lié au fait de l'importance de l'espagnol, non seulement pour une importance politique, l'intérêt pour la puissance de l'Espagne, ou supposait-elle, puisqu'elle se désagrège avec la perte de pouvoir, mais c'était surtout aussi parce que l'espagnol était considéré comme la langue la moins imparfaite, c'est-à-dire la langue où ce qui se dit s'écrit, ce qui s'écrit se dit. Et donc, pour les réformateurs de l'orthographe et des graphies, en France, en Angleterre, le modèle, c'était l'espagnol. C'est-à-dire de trouver l'adéquation où il n'y a pas des lettres qui ne se prononcent pas, où on peut avoir des lettres comme par exemple le N avec tilde qui sont plus exactes pour prononcer le nia que le GN. Donc il y avait là ça. Et deuxièmement, une autre forme de traduction, c'est lorsqu'on le met en image. Et tout ça finit avec la réforme, parce qu'au moment de la réforme décide que la façon d'écrire la plus exacte et précise est l'anglais, et que tous ces adjectifs que les langues latines et adverbes utilisent, elles sont superflues. Il y a ces discours de Bishop Spratt à Londres disant qu'on doit écrire clair avec le peu de mots possible. Mais de quelle date est ce discours 1700... Oui. Quelque chose comme ça. Parce que l'anglais est une langue parfaitement inconnue. Oui. C'est une langue de marchand. C'est-à-dire les seuls textes qui sont donnés de l'anglais, ce sont des lexiques pour le commerce.
Et c'est un parallèle qu'on peut faire. On avait commencé avec la presque contemporaine mort de Cervantes et de Shakespeare. Même si Shakespeare ne lisait pas l'espagnol, il savait que quelqu'un qui s'appelait Cervantes avait écrit un livre qui était Don Quichotte. Oui. Il est absolument impensable de penser que quiconque en Espagne, ou peut-être les ambassadeurs à Londres, avait la moindre idée du répertoire du théâtre anglais et une connaissance de la langue anglaise. Surtout, le théâtre anglais n'était presque pas considéré une littérature, jusqu'à Ben Jonson, oui. même en Angleterre. Oui, mais il n'y a pas de connaissance. La première traduction d'Hamlet à partir d'un texte espagnol est celle de Moratin en 1798. Oui. Il y en avait une auparavant, mais qui était de peu de temps dans les années 70, la traduction d'Hamlet, mais qui était une traduction de la traduction française de Ducis, oui. qui n'a pas beaucoup de rapport avec le texte original. Donc on voit ce décalage que parfois l'histoire de la littérature oublie. On peut comparer Shakespeare et Cervantes, mais historiquement, il y a un énorme décalage entre Cervantes immédiatement connu et y compris ce livre, les travaux de Persillès et Sigismunda, publié en 1617. La même année, il y a 2 traductions en français, en concurrence l'une avec l'autre. Et donc, ça aurait fait plaisir à Cervantes, malheureusement il était mort, parce que c'était son grand livre. C'était son grand œuvre, c'était la compétition, la concurrence avec les romans hellénistiques, avec ce modèle qui était là donné, et effectivement, qu'il n'a pas vu paraître, puisque le texte a été publié une année après la mort de Cervantes. Mais là, j'avais été frappé en vous entendant tout à l'heure sur cette question si importante liée avec la discussion sur l'Espagne, les musulmans et les communautés juives. Parce que je crois qu'il y a là un thème extrêmement profond. C'est le thème à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, il y a l'idée que la fin du monde est proche. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse du salut. Et la réponse à cette angoisse du salut, elle suit 2 chemins tout différents. La réponse de la réforme de Luther, de Calvin, c'est sola fide, la foi seule, la certitude de chaque individu qu'il pourra être sauvé. Mais c'est Dieu qui décide. Mais il y a cette présence, bien sûr, elle est collective, mais elle est vécue par chaque individu dans son fort intime. La réponse espagnole, c'est le peuple élu, c'est-à-dire c'est une réponse collective. Et un peuple élu ne peut pas être corrompu par ceux qui n'en font pas partie. Et donc, du coup, ça explique les conversions forcées ou les expulsions en 1492, aussi bien pour les communautés juives que pour les communautés musulmanes. Restent, comme vous l'avez dit en Espagne, ceux qui acceptent la conversion, les nouveaux chrétiens conversos ou maranos pour les communautés juives et les moriscos pour les communautés musulmanes. Mais le tragique, en quelque sorte, c'est que la condamnation va se déplacer, la suspicion se déplace, les nouveaux chrétiens ne sont pas chrétiens, ils pratiquent la loi de Moïse, et donc ils sont l'objet des persécutions permanentes de la part de l'Inquisition, aussi bien en Espagne qu'au Portugal, dont le cas d'Antonio José da Silva serait... Alors après... Au Portugal, c'est un peu différent dans le sens que, par exemple, le roi Manuel punit ceux qui ont fait la massacre des Juifs au milieu du XVIe siècle. Oui, mais en 1497, il y a une conversion forcée de la totalité. Oui, à cause de la reine qui exige avant le mariage qu'il fasse soit chasser, soit convertir. Et curieusement, le cas d'Antonio José da Silva montre que l'Inquisition portugaise a duré plus longuement
que l'Inquisition espagnole. En Espagne, on ne brûle plus personne en 1730. Antonio José da Silva est brûlé à ce moment-là. Donc, il y a quand même un parallèle entre les deux, et il y a le fait que se déplace la suspicion sur ceux qui sont considérés comme pratiquant la loi de Moïse alors qu'ils sont normalement des nouveaux chrétiens, et cette fraction entre nouveaux chrétiens et chrétiens anciens est absolument fondamentale. La connaissance de ce qu'étaient les pensées des conversos, c'est compliqué. Et mon collègue Nathan Wachtel avait étudié avec grande précision les procès de l'Inquisition et les déclarations des condamnés. Il y avait toute une gamme d'attitudes. Certains étaient réellement devenus chrétiens, d'autres étaient complètement restés juifs, tout en faisant le minimum des rites du christianisme. Et entre les deux, toutes sortes de formules de coexistence, hybridation des deux religions. Mais le résultat, c'est effectivement cette persécution permanente très violente en Espagne au XVIIe siècle, dans les années 1640, contre ces nouveaux chrétiens. Et pour ce qui était des communautés musulmanes morisques, effectivement, il y avait la même suspicion qu'elles étaient des faux convertis. Et il y avait en plus là l'idée qu'elles pouvaient avoir une alliance avec les barbaresques ou les Ottomans, et que donc il y avait même un aspect politico-diplomatique qui s'est traduit par l'expulsion des morisques en 1610 par Philippe III. Donc, du coup, tout ça se réfère finalement à l'idée que le salut est collectif et il appartient au peuple élu. Et le peuple élu doit maintenir sa pureté ethnique, ce qui fait que dans l'Espagne du XVIIe siècle, ont été multipliés les statuts de pureté de sang, c'est-à-dire que dans toutes les institutions importantes, universités, conseils, municipalités, il fallait prouver l'absence d'ancêtres juifs à je ne sais plus combien de degrés de parenté. Et Cervantes a dû aussi prouver, parce qu'il avait une question avec ses sœurs. Oui, je ne sais pas s'il a dû le prouver. Ça, c'est une question débattue. Je ne sais pas toutes les éléments, puisqu'il y a eu l'idée que peut-être Cervantes était lui-même dans une famille de nouveaux chrétiens. Oui. Ça n'a jamais été complètement établi, et je ne pense pas qu'il y ait l'épreuve décisive pour l'établir. Quand il était en rapport avec les autorités, parce que quand il est revenu de la captivité, puisqu'il avait été fait prisonnier par des pirates barbaresques et qu'il a passé 5 ans dans les bagnes d'Alger, ce qui fait que ces histoires du captif libéré, échappé, ou bien dans une des nouvelles exemplaires, l'espagnole anglaise, ce qui arrive à Ricaredo, c'est comme des doubles. 2 pièces aussi. Oui, c'est très rare d'ailleurs, parce que dans la littérature, peut-être avec ou sans guillemets, des XVIe, XVIIe siècle, il n'y a pas de projection autobiographique. Non. On ne peut pas trouver Shakespeare. Qui est Shakespeare? Lequel personnage serait Shakespeare? En revanche, chez Cervantes, il y a quelque chose de très original et peut-être de très puissant, qui est qu'il y a de l'autobiographisme, disait Jean Canavaggio, déguisé. Et que certains de ces personnages, ils ne correspondent jamais tout à fait à Cervantes. Même pas déguisés. Quand le barbier et le curé sont à brûler les livres, et ils prennent un livre de Cervantes, celui-là est un ami. Oui. Mais là, les héros, puisque quand dans le captif de la première partie libérée a connu un compagnon de bagne, qui était, dont le nom était Cervantes. Oui. Mais aucun des personnages, ni Ricaredo, ni le captif, correspondent tout à fait à ce qui est arrivé à Cervantes. L'un est resté qu'1 an, lui, il est resté 5 ans. Le captif s'est échappé, Cervantes a été racheté par les Trinitaires, puisqu'il avait essayé de s'échapper, il n'a jamais réussi. Il y a cette histoire, nous ne saurons jamais s'il avait un rapport amoureux avec le bey qui était son patron, et parce que quand il a essayé de s'échapper, il n'a pas eu le châtiment que normalement il aurait dû avoir. Donc, mais là, je ne vous suis pas complètement sur cette... non, mais c'est pour ça que je disais que sur Quichotte, nous savons beaucoup plus, et beaucoup plus sûrement que sur Cervantes lui-même.
Oui, il y a eu des... Parce qu'il a vécu un temps après le retour en Espagne. Il avait demandé, c'est là où je me suis interrompu, c'est qu'il donnait un document officiel de Cervantes par rapport aux autorités. Il avait demandé un office dans les Indes, enfin, c'est-à-dire l'Amérique, soit un office de trésorier, soit un office de juge, et il lui a été refusé. Si on lui avait donné, peut-être nous ne serions pas là ce soir, dans la mesure à ce moment-là, il n'avait écrit que la Dorothée, enfin que la Galatea, que le curé et le barbier trouvent dans la bibliothèque, mais rien d'autre. Et donc toutes les œuvres sont postérieures à ce refus de lui accorder, malgré sa bravoure à la bataille de Lépante et la porte de sa... il avait une main écrasée, estropiée, il n'était pas manchot complètement, mais il avait ce problème, enfin, cette blessure forte. Et c'est à partir de là qu'il a plusieurs offices à l'intérieur de l'Espagne qui lui valent pas mal d'ennuis. Il est collecteur d'impôts, il s'occupe des approvisionnements. Shakespeare était collecteur d'impôts aussi. Oui, mais là, alors donc ça lui vaut des 2 procès et d'être emprisonné pendant un temps. Mais parallèlement, il développe cette carrière d'écriture et qui est jalonnée par le Quichotte, les nouvelles exemplaires et finalement Persillès et Sigismonda. Une dernière question. On a parlé des 3 formes de justice, mais il y a une justice sociale qui est la justice du groupe. Ça ne se manifeste pas tellement dans le Quichotte, mais par exemple, dans Fuenteovejuna, les responsables de faire le jugement et exécuter le jugement, c'est tout le peuple qui répondent qui a tué les commandateurs, et tout le peuple répond Fuenteovejuna. Nous sommes tous. Donc, est-ce que c'est dans l'esprit de justice qu'on peut déceler quelque chose comme ça dans le Quichotte? Ce serait un peu difficile. L'allusion que vous faites est effectivement à la fois un événement historique qui a été ce soulèvement de cette commune de Fuenteovejuna contre la tyrannie du commandeur de l'ordre qui en était le seigneur. Et il y a une pièce de Lope de Vega que j'avais d'ailleurs étudiée dans certains des cours ici au collège. Et la situation qui est cette réponse collective qui a... Parce que le commandeur paye pour ses fautes et il est massacré ainsi que ses hommes. Et donc le roi envoie un juge qui interroge, y compris avec la torture, les habitants du lieu en leur demandant qui est-ce qui a assassiné le commandeur et certains de ces juges, et tous répondent Fuenteovejuna. Personne ne dénonce, ce qui fait qu'à la fin, d'ailleurs là c'est un sujet très passionnant parce que Lope de Vega utilisait une chronique qui racontait ces événements, mais il la suivait jusqu'à un certain point. Il introduisait de très fortes différences. Et la fin, c'est qu'il n'est pas possible de punir, puisqu'il n'y a pas de coupable individuellement nommé. Alors, c'est une forme de justice collective qui résiste à la justice légale, puisque ce juge avait été envoyé par le roi. Dans Cervantes, on peut... Enfin, il y a une telle richesse dans le livre qui nous échappe peut-être, mais je ne pense pas qu'on pourrait trouver cette présence-là. Cette idée de... oui, ils ne rendent pas la justice, mais ils se font justice, en quelque sorte. Et donc, ils se font justice dans la pièce de Lope et dans la réalité des faits par cette exécution contre la tyrannie. Alors là, c'est un ensemble de valeurs qui serait en quelque sorte l'ensemble des valeurs qui s'opposent à tout ce qu'on pourrait qualifier du despotisme ou de la tyrannie, aussi bien dans le registre politique que dans le registre social. C'est un intolérable de l'injustice. En même temps, ce qui est intéressant dans Fuenteovejuna, c'est le fait que
et c'est une idée de Lope de Vega, qui aimait beaucoup les femmes, c'est d'introduire le fait que celle qui déclenche cette exécution du commandeur, c'est la fille du maire, de l'alcalde du village, sans doute parce qu'elle a été brutalisée, peut-être violentée par le commandeur, et elle reproche aux hommes du village de rester inertes, de ne pas faire, de ne pas passer à l'action, et ils sont du coup à la fois honteux de leur conduite et vont pas passer à exécution. Il y a une magnifique longue tirade j'ai oublié son nom, de cette jeune femme, qui est absolument extraordinaire, puisqu'elle les décrit comme étant, eux, les vraies femmes, sans courage. Donc, elle renverse dans une figure du monde à l'envers la situation, ce qui a un effet, puisqu'effectivement, il passe à l'acte. Roger, pour en finir, une question difficile, mais que je veux vous poser. Pensez-vous que tous ces exemples, ces modèles de justice individuelle, sociale, même celle de Lope de Vega, ont un rôle dans l'Europe aujourd'hui? Là, oui, c'est une question difficile, effectivement. Oui, difficile. Je crois que le point fondamental, si on revient à l'idée de la miséricorde et de l'équité, c'était l'introduction de valeurs éthiques à l'intérieur d'une mécanique juridique. Et donc, il y a plus peut-être même que cette justice du chevalier errant qui veut redresser les torts, ce qui était sympathique, mais comme vous dites, tourne très mal le plus souvent, parce qu'il n'a pas la puissance d'impact sur le cours des choses. En revanche, les conseils donnés à Sancho ont un effet, peuvent avoir un effet, dans la mesure, dans ce cas-là, il s'agit pour les juges, et donc pour ceux qui sont sous leur juridiction, appliquer la justice avec ce sens de la circonstance. Non pas comme une mécanique inexorable où il suffirait de déduire une peine d'un principe, non pas comme une rigueur absolue, mais chaque fois en tenant compte de cette dimension éthique qui ne va pas contre la loi, mais qui peut être une manière de faire la loi, d'appliquer la loi. Et il me semble que cela, c'est une aspiration qui se retrouverait dans de nombreuses réactions ou relations par rapport à la justice. Non pas la nier comme telle, mais la penser comme étant devant être ouverte à cette forme de ce que Cervantes décrivait comme, et puis après Aristote et Thomas d'Aquin, la miséricorde et l'équité. Et ça, je crois que c'est un legs important de cet texte que nous avons vu aujourd'hui. Merci, Roger, merci beaucoup. Merci.